Donc globalement, il faut savoir que lorsque vous avez affaire à un patient qui vient pour une instabilité, il va se présenter sous forme de 3 tableaux cliniques. Soit il se luxe régulièrement l'épaule. Donc la luxation, c'est un événement conséquent. Il est souvent réduit aux urgences. Soit c'est un patient qui va décrire des subluxations. Donc c'est un peu plus difficile parce qu'il décrit quelque chose d'un peu subjectif qu'il va falloir objectiver. Et le cas le plus difficile, c'est des épaules douloureuses qui rentrent dans le cas des épaules douloureuses et instables. En tout cas, le point clinique entre tous ces 3 tableaux, c'est qu'ils ont tous les 3 une appréhension antérieure. Et c'est assez facile de retrouver une appréhension antérieure clinique. Voilà. Globalement, on sait tous que la lésion pathognomonique de l'instabilité d'épaule qu'on devra rechercher sur les imageries, c'est ce qu'on appelle la lésion de Bankart, qui correspond à un arrachement en fait du complexe ligamentaire gléno-huméral inférieur à partir de la glène et souvent qui se situe entre 3 et 5 heures lorsqu'on regarde la glène de face. Il y a également des lésions de passage qu'il faudra rechercher, soit au niveau de la glène, lorsque la tête sort en avant, ça va entraîner un petit éculement, voire des fois une vraie fracture du bord antéro-inférieur de la glène. Et également des lésions de passage osseuse sous la forme d'une encoche qu'on appelle l'encoche de Hill-Sachs, qui est engageante, c'est-à-dire que plus l'encoche est grosse ou située à un endroit précis, plus il est facile de se reluxer lorsque la tête, lorsque l'épaule est en rotation externe. Avec ces éléments, quels sont les choix du chirurgien? Globalement, il y a 2 techniques qui s'opposent. Une technique qui va s'attacher à réparer les parties molles et une technique qui va s'attacher à compenser les pertes osseuses. 2 types d'approches, le ciel ouvert et l'arthroscopique. Donc, la première chirurgie phare, c'est l'opération de Bankart. Donc ça, c'est la chirurgie des parties molles qui va, comme son nom l'indique, s'attacher à réparer la lésion de Bankart. Donc le but de l'intervention, c'est de recréer la concavité en réparant le bourrelet et faire une retention capsulaire. Voilà, il ne s'agit pas juste de remettre le bourrelet à sa place, il va falloir aussi jouer sur la retente capsulaire parce qu'il y a une détente ligamentaire qui s'effectue également. Donc on recrée la concavité en remettant le bourrelet bien à sa place. Donc vous voyez bien que la position à droite, on a l'impression que c'est bien remis, mais c'est pas mis de manière adéquate. Faut pas hésiter à réparer toutes les lésions. Souvent les lésions de Bankart s'étendent notamment au-dessus au niveau de l'insertion du long biceps, qu'on appelle des slap lésions. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'il faut faire une retente capsulaire. Il ne s'agit pas de remettre que le bourrelet à sa place. Et la retention, elle se fait de haut en bas, mais aussi de dehors en dedans. Voilà schématiquement comment ça se passe sous arthroscopie. Il y a besoin de 2 petites voies d'abord. Le premier temps est d'aviver en fait le bord antéro-inférieur de la glène et avec des instruments, on arrive à attraper le bourrelet et la capsule, ce qu'on voit pas bien sur le schéma. Et avec des systèmes de passe-fil, maintenant on arrive à faire des choses sans faire des nœuds, même pour des chirurgiens maladroits, on arrive à retendre bien ce complexe. En opposition, il y a la célèbre opération de Latarjet, donc qui est la butée coracoïdienne, qui pour nous reste quand même le gold standard de la chirurgie de l'instabilité de l'épaule. Donc le principe est basé sur un triple verrouillage. Il y a l'apport osseux sous la coracoïde, qui est donc une greffe osseuse. Il y a un effet hamac du fait de la... Je sais pas si vous voyez, ouais. Du passage en fait de la butée à travers le sous-scapulaire. La partie en fait inférieure du sous-scapulaire sera tendue en rotation externe, donc rejouera un peu le rôle du ligament gléno-huméral inférieur. Et puis il y a également une plastie capsulaire qui est faite en fin d'opération, qui va participer aussi au verrouillage de l'épaule. 2 types d'écoles, il y a ceux qui mettent les butées couchées.
comme ceci, avec la possibilité donc de mettre 2 vis et ceux qui mettent les butées debout. Globalement, il n'y a pas de différence significative entre les deux techniques. Ceux qui les mettent couchés vont dire bien entendu que c'est meilleur. Globalement, il faut maîtriser la technique. À mon sens, il semble quand même plus logique de la mettre couchée parce que la surface osseuse est quand même plus large, donc il y a moins de risque de pseudarthrose de la coracoïde. Donc la technique, globalement, elle se fait à ciel ouvert, par voie deltopectorale. Le premier temps est donc l'exposition de la coracoïde, dont on en réalise l'ostéotomie. Donc il faut faire une ostéotomie conséquente pour avoir la place de mettre 2 vis si on veut la réaliser couchée. Préparation des 2 trous, puis après un temps important d'exposition, c'est le passage dans le sous-scapulaire. Donc souvent on passe à la partie moyenne, voire un peu inférieure. On s'expose l'articulation et la glène avec l'avivement de la zone où on va poser la butée. Souvent cette zone, on retrouve en fait une petite perte osseuse correspondant à l'éculement de la glène, et puis mise en place de la butée. Voilà ce que donne une radio d'une butée bien posée. Bien entendu, il faut que la butée, techniquement, le piège, c'est de faire une butée dite débordante, c'est-à-dire une butée qui est trop près de l'articulation. Et là, globalement, c'est l'échec assuré avec une arthrose très rapide. Voilà. Donc c'est très important que la butée soit affleurante. L'arthroscopie, Julien vous a montré brillamment où on en est aujourd'hui. Globalement, on est un peu revenu complètement en arrière. C'est des techniques difficiles, peu reproductibles et qui, au final, donnent des résultats similaires. Donc globalement, nous, on n'y croit plus trop et c'est surtout la butée, donc à ciel ouvert, qui reste le gold standard. Les indications. Globalement, là, vous avez le cas particulier de la première luxation. Donc je vous rappelle qu'en urgence, il y a quand même certaines règles à respecter. Notamment, il faut faire des radios. Voilà, on a trop tendance à vouloir tirer sur les épaules sur le terrain, tout ça. Normalement, médico-légalement, il faut quand même faire une radio avant. Il ne faut pas oublier l'examen neurologique. Bien entendu, la célèbre sensibilité du moignon de l'épaule. Il faut toujours notifier qu'il n'y a pas de trouble neurologique avant de réduire l'épaule. Bien entendu, la radio est indispensable. On peut confondre une luxation avec une fracture. Donc si on tire dessus, on ne saura jamais si c'est nous qui avons cassé ou si c'était cassé avant. Et ça peut aboutir à des drames. Voilà, les manœuvres, elles doivent être globalement douces. Il faut paraître assez confiant quand on aborde une réduction d'épaule. Il ne faut pas faire flipper le patient parce que globalement, c'est l'échec assuré. Et puis si on n'y arrive pas, il ne faut pas avoir peur de l'endormir. Voilà. Après réduction, c'est là où globalement il y a des débats. Globalement, il y a 2 évolutions possibles. Soit ils guérissent, c'est un épisode unique, soit ça récidive. Globalement, schématiquement, plus ils sont jeunes, plus le risque de récidive est proche du 100%. Donc en théorie, c'est pas rentré dans les mœurs, mais globalement, il y a un intérêt quand même à une chirurgie précoce chez des gens très jeunes. Un intérêt double, hein. On réduit quand même le taux de luxation. On peut passer de 100% à 10% de récidive. Et puis, en plus, c'est un coût pour la sécurité, la santé publique. Hein. C'est des gens qui se luxent 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui vont aux urgences, radio, IRM à chaque fois. Et puis l'intérêt d'une chirurgie précoce, moins de 3 semaines, c'est qu'on peut faire une vraie chirurgie conservatrice et c'est la meilleure indication du Bankart arthroscopique parce qu'on peut réparer en frais une lésion de Bankart. Dans les autres cas, on parle d'instabilité chronique. Donc l'idée, c'était comment on sélectionne les patients. Est-ce qu'on choisit de faire une réparation de Bankart ou la butée? Alors globalement, il y a eu, comme Julien vous l'a montré, il y a eu l'avènement du Bankart arthroscopique. Donc il y a quelques années, il y a 10 ans, tout le monde est parti dedans. On opérait tout le monde sous arthroscopie. Et puis on a eu un sommet de courbe, c'est devenu le gold standard. Et puis on en a tellement opéré qu'au final, il y a eu plein de ratos. Parce que au final, on opérait tout le monde, on a délaissé la butée. Et donc on est revenu en arrière, on s'est demandé pourquoi ça ne marchait pas. Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'on sélectionnait mal les patients. Et donc il y a l'équipe de Boileau à Nice qui a beaucoup participé à la sélection des patients et qui ont mis en évidence ce score de ISIS qu'on utilise aujourd'hui tous les jours en pratique quotidienne.
Donc il y a 5 facteurs de risque lorsque vous êtes en consultation. Il y a l'âge, voilà, donc plus on est jeune, plus il y a un taux de récidive après Bancart. Donc voilà. Donc l'âge, globalement, moins de 20 ans est un facteur de risque significatif. Le type de sport pratiqué, voilà. Et un contact armé, bien entendu, on voudra quelque chose de plus solide que le Bancart. Le niveau de pratique du sport, donc la compétition. L'hyperlaxité, voilà, différents tests d'hyperlaxité, mais globalement l'hyperrotation externe ou l'hyperabduction est un risque. Et sur des radios simples, hein, donc si on a un tableau typique de luxation d'épaule, ça ne sert à rien de faire des arthroscanners, des IRM, des radios simples de phase 3 rotation suffit amplement pour faire une décision. Donc, globalement, quand on a une grosse encoche et quand cette encoche est au final visible en rotation externe, globalement c'est un risque majeur, donc il ne faut pas faire de Bancart. Et la glène, s'il y a un éculement de glène sur une radio de face, c'est également un risque. Donc en pratique, on fait nos petits calculs, vous voyez que chaque critère a un nombre de points, l'âge c'est 2 points, l'activité du sport, c'est compétition, c'est 2 points. Le type de sport, 1 point. L'hyperlaxité, 1 point. Et les lésions de passage osseuses sur des radios standards, c'est 2 points. On arrive à un total de 0 à 10. Et globalement, tous les patients qui ont un score plus petit que 3 sont éligibles à une réparation des parties molles. Et tous ceux qui sont au-dessus sont éligibles à une chirurgie de type butée. En termes de résultats, globalement, je vous montre simplement, il y a eu un travail prospectif de suivi de patients sur de très nombreuses années qui a été publié à la Softcote en 2013. Donc globalement, c'est des patients qui ont été opérés soit d'une butée, soit d'un Bancart et qui ont été suivis sur 8 ans. Donc c'est une très belle série multicentrique. Donc on voit que le taux de récidive pour les Bancart arthroscopiques était pas loin de 25%. Contrairement aux butées, on était autour de 6%, 6-4%. Notez qu'il y a un critère aussi qui est important, c'est dans les résultats, c'est les appréhensions. Voilà, c'est des patients qui ne récidivent pas, c'est des opérations qui marchent bien sur la stabilité, mais des patients qui gardent de l'appréhension, donc ils sont quand même gênés. Et ça concerne quand même un patient sur 6 à 8 ans. Voilà, donc probablement qu'il y a un travail fonctionnel et proprioceptif à faire peut-être en amont d'une opération et surtout après. C'est très connu dans la chirurgie ligamentaire, mais probablement qu'il faut améliorer ce critère-là dans les résultats. Donc en conclusion, il y a eu 400 patients qui ont été suivis à plus de 8 ans de recul. Vous voyez que globalement la butée à ciel ouvert donne de bien meilleurs résultats que le Bancart arthroscopique. On avait observé d'ailleurs que les résultats de Bancart ne pouvaient pas être jugés à 2 ans parce que tous les résultats se cassaient la figure à plus de 2 ans. Mais on arrivait quand même à 25% d'échecs du Bancart et que globalement un sixième des patients gardait une appréhension. Voilà, je vous remercie.